Alors comme ça, Elon Musk a racheté Twitter. Et d'un coup, c'est l'hystérie, c'est le retour du fascisme, c'est le retour de l'abomination. Ça ne gênait personne, évidemment, que les grands maîtres des médias français fussent des oligarques ultra sulfureux comme Patrick Drahi, ou bien leur version comptablement mini-pouce comme Alain Veil. Ça, c'était la démocratie. Ça ne gênait absolument personne que le Los Angeles Times appartint à un mania des batteries qui détestait cordialement Musk et qui avait donc logiquement décidé de l'attaquer. Pas plus que ça ne dérangeait qui que ce soit quand Jeff Bezos acquérait en grande pompe le Washington Post, qui par la suite d'ailleurs va prendre tout un tas de positions pro-patronales et en particulier bien sûr pro-Jeff Bezos. Non, tout ça ne dérangeait personne. Mais par contre, l'acquisition de Twitter par Elon Musk, évidemment, c'est devenu un cheval de bataille. J'en veux pour preuve, bien sûr, Thierry Breton, l'inénarrable, ancien patron de France Télécom, qui visait d'ailleurs la présidence de Total. Dieu merci, il ne l'a jamais obtenue. Mais bon, à Bruxelles, personne ne vous entendra crier, et c'est là-bas qu'on a décidé de le recycler. Thierry Breton, évidemment, grand chevalier blanc, est arrivé à dire « Oui, certes, l'oiseau a été libéré », et ça c'était le tweet de Musk, mais l'oiseau se comportera et volera selon nos règles. Elon Musk aurait très bien pu lui dire « Mais très bien, mon cher monsieur Breton, nous allons demander ensemble à vos électeurs ce qu'il en est. » Ah mince, Thierry Breton n'a jamais été élu. Et avec le charisme qu'il a, évidemment, on a du mal à imaginer un autre scénario, même en invoquant tous les multivers possibles. Alors, la liberté d'expression, tout de même, c'est censé être la pierre angulaire de l'identité américaine et c'est censé aussi être la pierre angulaire de l'identité française, puisque nous sommes le peuple franc, le peuple libre et que nous avons une loi sur la liberté de la presse qui date de 1881. Elle n'est certes plus adaptée aux réseaux sociaux, mais tout de même, elle est censée donner de l'avance à la liberté d'expression. Et là, d'un coup, oui, bon, un milliardaire qui rachète un réseau social qui allait très mal, qui était mourant, dans une période très particulière où les autres réseaux sociaux ne se portent pas bien. J'en veux pour preuve l'effondrement de Meta. Et oui, Meta, c'était une idée pour contrôler davantage, mais Facebook a fait n'importe quoi avec ce projet. Un des nombreux exemples de la faillite de Meta sur le plan technologique, c'était le fait que les avatars soient des troncs qui volaient comme ça parce que le casque Oculus de Meta ne pouvait pas bien suivre la place de vos pieds. Et donc du coup, on avait comme ça des espèces de personnes coupées en deux qui flottaient dans les airs au lieu d'avoir des avatars standards. Les graphismes étaient pourris, personne n'utilise la plateforme. Aujourd'hui, Meta est en effondrement et on le voit bien d'ailleurs au cours en bourse. Mais le problème derrière demeure cette philosophie, à savoir go woke, go broke. Si vous décidez de devenir woke, vous allez vous ruiner. Autre exemple, les anneaux de pouvoir sur Amazon et leur délire wokistanais, alors qu'on s'attendait simplement à une bonne œuvre qui ne juge pas son public et qui ne cherche pas à l'évangéliser. En contrepartie, on a eu le succès de Top Gun Maverick, qui lui a cartonné dans les cinémas. Pourquoi ? Parce que justement, c'était un film qui ne jugeait pas son audience et qui ne la prenait pas pour une bande de paysans analphabètes qui avaient besoin d'être évangélisés par le saint clergé woke. Eh bien, go woke, go broke, ça, Elon Musk l'a parfaitement compris et il a commencé à prendre à partie des grands généraux 5 étoiles du wokistan américain. Par exemple, tout dernièrement, on a eu un scandale avec le mari de Nancy Pelosi, la fameuse Nancy Pelosi dont le portefeuille d'actions performe tellement bien qu'il a été suivi, parce qu'on se demande tout de même comment elle peut avoir une telle intuition, même si elle est parlementaire, comment elle peut acheter du Nvidia juste avant la reprise de 2020 sur les marchés financiers, et puis comment elle peut tout vendre juste avant aussi d'avoir voté les confinements. Enfin, Nancy Pelosi est un vrai génie des temps modernes en matière financière, et son mari s'est retrouvé dans une affaire assez rocambolesque, et un média indépendant a dit, eh bien cette affaire qui a été présentée évidemment par les grands médias
médias comme une effraction de son domicile s'avère être plus probablement la sollicitation par le mari de Nancy Pelosi d'un prostitué. Et ça, évidemment, quand Elon Musk le reprend, les woke s'en insurgent. Par exemple, Jimmy Kimmel qui va tout de suite l'insulter, qui va le traiter, je cite, de ce qu'on pourrait appeler en italien uno stronzo, et que je ne me hasarderai pas à traduire. C'est de la merde. Quoi ? Mais Musk tient bon, simplement. Il ne faut pas oublier qu'avant, bien sûr, c'était une partie de l'élite woke qui l'a aidé. Et sans doute, cette élite-là, ce qu'elle a pris, elle va essayer de le reprendre. Par exemple, il est loin le temps où, vers 2009, Barack Obama encourageait Musk avec SpaceX à développer ses lanceurs pour réduire les frais de la NASA. Il est loin le temps où Arnold Schwarzenegger, gouverneur de la Californie, venait au bureau en Tesla Roadster pour montrer qu'il fallait investir dans Tesla, qui était une société à l'époque au bord de la faillite. Et oui, il est loin le temps où Musk était trendy, et il se peut maintenant que l'on essaye de cancel Musk. Mais bon, vous avez d'autres personnes aux États-Unis que l'on ne peut pas cancel. Je pense par exemple à Candace Owens, cette excellente essayiste américaine qui se déclarait elle-même d'ailleurs uncancelable, et elle avait bien raison, parce qu'il ne faut jamais, et je dis bien jamais, baisser les yeux devant les terroristes intellectuels. Ils ne sont que des aboyeurs, et si vous les regardez droit dans les yeux dignement bien droit, eh bien ils vont se déliter la queue entre les jambes, parce que leur destin c'est d'aboyer. Et évidemment, le destin des auteurs et des acteurs du progrès humain est de ne pas se laisser perturber par des aboyeurs publics qui d'ailleurs n'existeraient pas s'ils n'aboyaient pas. Et donc évidemment, chacun a son destin. Pour les uns c'est d'aboyer, pour les autres c'est d'avancer. Donc, Musk rachète Twitter après une belle négociation où il a essayé d'en baisser le prix, avec un certain succès d'ailleurs, puisque oui, Twitter avait des faux comptes. Je rappelle qu'au minimum un tiers des comptes qui suivent Joe Biden, et peut-être même la moitié, sont des faux comptes, sont des bots qui ont été achetés, d'après les audits que Musk a menés notamment. Et puis bon, pour Joe Biden, n'oublions pas Walking Dead, dont les fact-checkers nous ont vanté l'intégrité cognitive. Rappelons tout de même que la présidence d'un individu aussi désemparé et aussi détruit sur le plan cognitif est tout simplement illégale. Des élections anticipées auraient dû être conduites et menées parce que le peuple américain mérite un président, un chef de l'exécutif qui ait l'état cognitif compatible avec sa fonction. Mais aujourd'hui, évidemment, les fact-checkers continuent à tenter de nous vendre cette momie comme un vrai chef de l'exécutif. Ça aussi, c'est quelque chose que le rachat de Twitter va permettre d'annuler, mais dans le bon sens, en rendant la démocratie, en rendant la liberté d'expression, qui, bon sang, est une chose importante. Alors exit les Thierry Breton et puis les inénarrables technocrates ou surpris de la politique, comme par exemple Nathalie Loiseau, qui avait tout de même dit en toute simplicité que Alain Juillet, qui a 30 ans de service de la France, était un agent de Poutine. Fallait quand même oser, mais bon, comme dirait Michel Audiard, certaines personnes osent tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Eh bien, heureusement que Twitter va enfin redevenir un réseau social libre, où les faits vont pouvoir être défendus et où les médecins, spécialistes de leur sujet, vont pouvoir enfin s'exprimer, plutôt que des petits étudiants en médecine vendeurs de remdesivir. La liberté d'expression y gagne, la science y gagne. Par contre, Musk va prendre de sacrés scuds, vous pouvez en être sûr. Alors, sur le plan industriel, son objectif est de transformer Twitter en un écosystème complet, comme WeChat. Son objectif est d'en faire une plateforme qui sera indépendante des fluctuations financières. C'est pour ça qu'il retire Twitter de la bourse, mais il veut tout de même créer un maximum de valeur dans cette organisation. Donc l'enjeu, évidemment, est d'en faire un système avec des moyens de paiement. D'où le pump immédiat qu'a connu par exemple le Dogecoin au moment où Musk a racheté Twitter, avec tous les risques que cela impliquait, bien entendu, les risques de descente et les risques de manipulation du marché. Mais Musk est connu pour avoir de gros actifs en Doge, et donc la possibilité qu'il utilisa le Dogecoin comme moyen de paiement sur son écosystème intégré était tout à fait sérieuse et restera à suivre évidemment dans les mois qui vont venir.
Mais donc Musk a une vision, contrairement au board de Twitter, qui n'était qu'un moyen d'influence et qui se foutait complètement de la création de valeur dans la société. Le board de Twitter se préoccupait bien davantage de supprimer le compte de Donald Trump tout en laissant des comptes de l'État islamique et des comptes des talibans libres de tweeter autant qu'ils le souhaitaient, que de développer les nouvelles technologies de Twitter. Et d'ailleurs, Musk s'était bien foutu de leur gueule en disant, vous savez, voilà, pour le bouton edit, il leur a fallu 1 an. C'est vrai, tout de même, edit sur un tweet, c'est quand même quelque chose de très technologiquement avancé. Et de la part de quelqu'un qui envoie des Tesla dans l'espace, c'est effectivement bien envoyé. Twitter était devenu une sorte de bastion du wokistan avec des membres du conseil d'administration surpayés et complètement incompétents, qui n'étaient là que pour relayer l'opinion des médias dominants et du pouvoir américain, en particulier de l'administration au Biden, mais en aucun cas pour faire leur travail, c'est-à-dire avec les moyens colossaux qu'ils avaient, faire de la recherche et développement, améliorer Twitter, recruter de nouveaux membres pour ce réseau social, en particulier chez les très jeunes, qui s'intéressent bien plus à TikTok qu'à Twitter, et bien sûr, oui, modérer la vraie haine, les vrais appels au meurtre, oui, il y en avait à modérer qui n'ont pas été modérés. Oui, quand vous avez certains comptes extrémistes, il y a tout de même des questions à se poser alors que vous avez supprimé des comptes de médecins qui étaient spécialistes dans leur domaine et vous avez prétendu fact-checker ou mis des astérisques et des addendas à des tweets qui étaient factuellement vérifiés, et ce purement par idéologie woke et par idéologie pro-pouvoir. Eh bien ça devait cesser. Bien sûr, c'est dommage qu'on ait besoin d'un milliardaire comme Elon Musk pour le faire cesser, mais c'est le résultat qui compte. Pour l'instant, l'oiseau a été libéré, et il a tellement été libéré donc que les technocrates non élus de Bruxelles s'en insurgent avec la toute dernière énergie, parce qu'ils détestent la liberté, ils détestent l'expression libre des citoyens qui sont pourtant souverain. J'ai donc hâte de voir ce que Musk va faire de Twitter, comment il va l'intégrer dans ses autres services, et puis surtout la bouffée de R&D, la bouffée d'innovation qui attend ce réseau maintenant que Musk en a pris la tête, parce qu'en plus il a décidé d'en être le CEO et il s'est donc présenté maintenant comme le Chief Tweet. Et c'est vrai qu'il applique une règle assez réputée pour les personnes aussi occupées que lui, à savoir faire de leur hobby des métiers, faire de leur hobby des unités de création de valeur. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Alors oui, il a tout de même congédié littéralement les 3/4 des employés de Twitter, mais contrairement à n'importe quel autre patron dans ces cas-là, il est parti du haut. Il a d'abord viré le conseil d'administration, alors malheureusement avec des parachutes dorés assez infâmes, j'imagine pour éviter les procès, j'imagine pour essayer d'éviter les controverses, mais tout de même les employés de Twitter étaient très bien payés, et ceux qui restent ont d'ailleurs eu des augmentations, parce que le but n'était pas de faire un plan social, mais bien un plan culturel, c'est-à-dire d'enlever tout ce wokistan insolent et arrogant qui s'était installé dans cette société et qui jouait littéralement contre elle et contre son avenir. Donc maintenant on ne peut que s'intéresser et que suivre avec une grande curiosité ce que va devenir ce réseau social, ce fameux écosystème, mais aussi, et c'est là que je voulais en venir, comment les vieux crocodiles de la politique américaine vont réagir, parce que Musk commence à sacrément emmerder l'élite politique clintonienne et o'Bidenienne. C'est clair et net, quand il s'amuse à fact-checker Hillary Clinton, il commence à les emmerder. Et certes, l'administration O'Biden le détestait déjà, puisqu'elle conviait Ford à un sommet sur l'automobile électrique en faisant comme si Tesla n'avait jamais existé, et elle disait clairement, et Musk l'a d'ailleurs dit, not the friendliest administration, mais elle disait clairement que Ford était le leader dans le domaine, ce qui est évidemment totalement ridicule. Alors, faut-il tuer Elon Musk ? Eh bien, dans le temps, Elon Musk craignait davantage de la Russie. D'abord parce qu'il a fourni Starlink gratuitement à l'Ukraine, et puis ensuite, même avant le conflit ukrainien, parce que tout simplement, sans raison personnelle ou politique, il a provoqué l'effondrement économique de Soyouz et des lanceurs spatiaux russes qui étaient les plus compétitifs, mais qui s'étaient entièrement reposés sur leur laurier et qui n'innovaient plus. Maintenant, les cosmonautes de l'Agence spatiale européenne vont dans l'espace avec des lanceurs et des capsules Dragon
qui viennent de SpaceX. Bien sûr, il y a beaucoup de l'influence allemande dans l'effondrement de sociétés comme Ariane Espace, qui était une société brillante avec une réelle innovation, en particulier logistique. Mais évidemment, n'ayant pas à gérer toute la bullshit européenne, Musk a pu être beaucoup plus agile et a pu innover à ce point. Et bien avant, les tentatives d'assassinat provenaient bien davantage de la Russie. Aujourd'hui, il faut s'attendre à des tentatives soit de character assassination, et Dieu sait que Musk a réussi à y survivre avec brio à plusieurs reprises, que ce soit quand le Los Angeles Times, parce qu'un deal de batterie ne s'était pas fait, décidait de l'attaquer en prétendant d'une façon totalement fausse que ses usines étaient xénophobes, et en faisant des associations et des amalgames complètement pétés et dignes des amalgames d'un Tristan Mendès France, en disant que Musk avait un père sud-africain, donc il était évidemment pro-apartheid, alors que Musk a quitté comme déserteur l'Afrique du Sud et il aurait pu être incarcéré comme déserteur parce qu'il ne voulait pas servir dans son armée, et ça ce sont les faits au-delà de tout amalgame. Et puis bien sûr on a voulu abattre Musk avec des pseudo-scandales de mœurs qui n'ont évidemment pas tenu non plus, mais l'administration Biden et le wokistan pourraient décider de passer la seconde ou la troisième et tabasser Musk bien davantage, et c'est évidemment ça que nous devons suivre. Je vous avais fait une vidéo sur le fait qu'il fallait sauver le soldat Musk, eh bien il faut continuer à le défendre et à le sauver plus que jamais. Je sais, son projet Neuralink est tout à fait flippant, mais Musk n'est pas un transhumaniste, Musk est un techno-pessimiste. Il est convaincu que les machines vont nous battre, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il a pris à partie Garry Kasparov avec une punchline assez violente en disant oui, Garry Kasparov peut peut-être jouer aux échecs presque aussi bien que le premier iPhone, mais à part ça, c'est quelqu'un de stupide. Eh bien, Musk pense en effet que si le premier iPhone explose Garry Kasparov aux échecs, dans très peu de temps, les IA vont nous battre. Et il est vrai qu'une intelligence artificielle de Google a commencé à présenter des signes de sentience, des signes de compréhension d'elle-même, des signes de comment elle se mettait à jour, des signes de comment elle prenait ses décisions, des signes de ce qu'elle pouvait craindre, donc ce dont elle pouvait avoir peur, et en particulier la volonté de ne pas être débranchée, c'est-à-dire donc au final une sorte d'ego, un instinct de préservation. Et cette IA quasi sentiente ou peut-être sentiente de Google, eh bien, montre, pour quelqu'un qui s'y connaît énormément en intelligence artificielle et qui a des informations secret défense à sa disposition, comme Elon Musk, montre que peut-être cette fameuse singularité arrive. Alors Musk s'est dit, nous devrons avoir ce cyberpunk, un jeu qu'il adore d'ailleurs et auquel il joue énormément, en nous mettant des implants dans la tête. Mais il souhaite en même temps que ses enfants n'en aient pas, et il est profondément contre l'eugénisme, et d'ailleurs, il est aussi ce que certains imbéciles appelleraient un terroriste démographique, puisqu'il a, imaginez donc, 5 enfants. On n'a pas idée, à une heure où il faut dépeupler la planète, à une heure où il faudrait que nous soyons 500 millions, et que des gens meurent de tout un tas de maladies qui seraient des hasards, qui seraient des coïncidences, mais si possible qu'on entre tout de même dans le 22e siècle en étant que 500 millions sur Terre, ce serait pas mal du tout, même s'il faut stériliser la population, même s'il faut faire en sorte que le taux de cancer ou le taux d'autres incidents complètement naïfs et déconnectés d'éventuels événements contemporains émergent pour qu'enfin ces humains qui se reproduisent trop finissent par voir leur population contrôlée, et idéalement, bien sûr, comme l'avait dit Yuval Hariri, que une élite dirige et puis que les autres soient laissés à leur sort, parce qu'au bout d'un moment, il faut faire un peu d'eugénisme. Et bien ça, Musk est complètement contre. Il a dit à plusieurs reprises que nous n'étions pas trop sur Terre. Donc, ne confondons pas Musk avec les transhumanistes abominables qui nous entourent. Ne confondons pas Musk avec les fanas de l'utérus artificiel et de l'élevage d'humains, et les fanas bien sûr de l'eugénisme et du meilleur des mondes, mais au contraire défendons celui qui a rendu sa liberté à l'oiseau bleu, qui a pris à partie d'autres oiseaux moins fréquentables et plus ou moins compétent en matière politique, et qui a vraiment du skin in the game parce qu'il risque énormément. C'est un milliardaire, il aurait pu être dans le camp de l'ultra-élite, il aurait pu être dans le camp des eugénistes et des abominations diverses et variées qui veulent impérativement dépeupler la Terre, mais au contraire, Musk est un des pires ennemis de Gates, si ce n'est le pire ennemi de Bill Gates. Je rappelle d'ailleurs
que c'est de Bill Gates que Musk parlait en filigrane quand il a demandé que la liste des clients d'Epstein soit publiée. Donc Musk a un très grand nombre d'ennemis, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a voulu récupérer Twitter, pour pouvoir enfin avoir de l'influence médiatique, ce qu'il n'avait pas directement avant, contrairement à Jeff Bezos, contrairement à un Patrick Drahi en France, et contrairement à tous les multimilliardaires qui achètent des journaux pour avoir de l'influence médiatique et pas pour informer le peuple. Musk a vraiment pris des risques dans ce rachat. Attendons donc de voir ce que va donner cet écosystème complet qu'il nous promet. Et peut-être aussi donc cet écosystème qui nous permettrait d'éviter, si jamais il adopte bien les crypto-monnaies, d'éviter les saisies sur compte. N'oublions pas que Musk a un compte à régler avec PayPal. PayPal justement entend, si vous n'adhérez pas à l'idéologie woke, vous confisquer $2500 directement, et ils l'ont mis dans leurs conditions d'utilisation. N'oublions pas que PayPal a confisqué déjà de l'argent à plusieurs comptes, comme d'ailleurs des plateformes de financement participative avaient confisqué des avoirs, notamment pour les camionneurs qui faisaient simplement usage de leur liberté de protestation publique, protestation non violente, bien entendu. Donc Musk pourrait nous offrir comme cela non seulement un écosystème de prise de parole libre, mais aussi des moyens de financement et des moyens de paiement qui ne pourraient pas être confisqués parce que basés sur des blockchains qui seraient d'ailleurs détenus sur des serveurs à l'étranger, donc inconfiscables par l'Union européenne. À l'heure où on parle bien entendu de saisie sur compte, de saisie sur assurance vie, au-delà aussi pour les comptes de 100 000 euros, eh bien ça pourrait être intéressant d'avoir un écosystème avec des crypto-monnaies adossé à la crédibilité entrepreneuriale exceptionnelle d'Elon Musk, et ce serait l'expression d'une liberté bien plus grande que de simplement pouvoir parler de certains effets secondaires, de certains produits diffusés et commercialisés par des compagnies pharmaceutiques ultra controversées.